Après la question de comment financer, on peut légitimement poser la question peut-être de quoi financer et notamment on dit souvent qu'on a déjà toutes les solutions pour la transition, notamment technologiques. Est-ce que du coup les leviers activés sont économiques pour faire advenir la transition? Et dès lors, quels sont les secteurs à privilégier? Et surtout, comment découpler, on l'a vu tout à l'heure avec, l'équation de Kaya, mais la création de valeur, la production de richesse et la consommation de matières aussi. Quelles sont les pistes à explorer? Alors, donc en fait, c'est ça la partie la plus difficile de la discussion. Euh, donc vous avez raison de dire qu'on n'a pas besoin de révolution scientifique, on n'a pas besoin d'un deuxième Einstein, on n'a pas besoin d'enfin la théorie de l'unification de la gravitation quantique. Bon, mais ce dont on a besoin, c'est quand même de beaucoup de jus de cerveau, donc ça c'est vous, de beaucoup de coordination entre vos compétences diverses, hein, à la fois des économistes, des comptables, des consultants, certainement des chercheurs en biologie, en physique et des ingénieurs. On a besoin des trois pour mettre en œuvre ce que je vais vous raconter. Ce que je vais vous raconter, c'est ce qu'on trouve dans tous les scénarios de transition énergétique pour la France et pour tous les grands pays développés, c'est-à-dire trois grandes étapes qui sont d'abord du côté de l'efficacité énergétique, qui sont d'abord la rénovation thermique de tous les bâtiments publics et bâtiments privés. Donc ça, c'est à la fois la maternelle de Brive-la-Gaillarde, le Louvre, l'Arc de Triomphe, cela dit, à l'Arc de Triomphe n'avait rien à faire, et également le résidentiel, par exemple, sur la banlieue Marseille-Aix. Donc ça veut dire, si on veut le faire sérieusement, qu'il faut arrêter de faire du résidentiel banlieusard, parce que ça fait forcément des passoires thermiques, puisque vous n'arrivez pas à vous chauffer collectivement grâce à votre voisin, hein, alors que dans une ville, comme vous savez, les villes ont toujours au moins 1 ou 2 degrés de plus que les campagnes, parce qu'elles se chauffent globalement. Vous vous chauffez grâce à votre voisin. Donc ça veut dire qu'il faut mettre fin aux banlieues et faire la rénovation thermique de tous nos bâtiments. Ça crée énormément d'emplois et ça revitalise complètement les centres-villes de nos petites bourgades de province qui sont complètement déshéritées aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième grande étape, la mobilité verte, puisque en fait, les deux grands facteurs d'émissions de CO2 en France, c'est le bâtiment et la mobilité. La mobilité verte, c'est essentiellement du train. Donc, ce n'est pas la voiture à hydrogène, c'est encore moins la voiture hybride ou la Zoé ou la voiture électrique. Ça, ce sont des solutions intermédiaires qui ne sont pas durables. La vraie solution, c'est le train. Et donc, réhabiliter les lignes de chemin de fer extrêmement denses que nous avions en 1945 et que nous avons malheureusement abandonnées. Pour que le train puisse rendre tous les services dont on a besoin, il faut que le train transporte les marchandises. Aujourd'hui, le fret, c'est 9% des marchandises. Tout le reste, ce sont les camions qui sont hyper polluants. Vous avez sûrement entendu, par exemple, parler de la colonne noire qui traverse toute la région de l'Aquitaine. En fait, c'est des trains espagnols qui traversent la frontière et qui remontent vers le nord à travers l'Aquitaine, sur une autoroute dont j'ai oublié le numéro. Mais voilà, donc il faut évidemment arrêter ça. Il faut, si vous voulez, mettre des taxes sur tous les camions pour dissuader les transporteurs d'utiliser les camions et pour les inciter à mettre la marchandise sur le train. Encore faut-il qu'il y ait des trains. Donc, privatiser la SNCF aujourd'hui et la démanteler est certainement une très mauvaise idée à mon avis. Il faut au contraire réhabiliter la SNCF et construire beaucoup de lignes. Donc, vous avez une équipe extraordinaire qui a pris cette initiative, qui s'appelle Railcoop, donc qui a créé une coopérative fondée, financée par des dons de particuliers pour recréer une ligne de chemin de fer entre Bordeaux et Lyon, qui passe par la diagonale centrale, intermédiaire, en passant notamment par le sud du Massif central. Cette ligne-là existait, elle n'existe plus, elle n'est plus utilisée aujourd'hui, et leur idée, c'est la réhabiliter. Donc ça, c'est une idée géniale, c'est ça qu'il faut faire. Alors, pour que qu'on puisse aller jusqu'au bout de la logique, il faut évidemment repenser les plans de nos villes, de manière que le train puisse acheminer aussi la nourriture. Donc, ça veut dire de la polyagriculture autour de toutes les villes. Donc, il faut arrêter la folie de la politique agricole commune, où vous n'avez que du lait en Normandie, que du blé dans la Beauce et que de la viande dans le Limousin. Il faut un peu de tout partout, de manière à limiter les distances parcourues pour la nourriture. Et que autour de Clermont-Ferrand, vous ayez un peu de tout, de la polyagriculture, et que la nourriture soit acheminée par du train en centre-ville. Ce qui signifie évidemment la fin des grandes surfaces, de la grande distribution, puisque vous pouvez aller sur votre supermarché préféré par voiture,
Et donc, on ne va quand même pas mettre du train pour vous aller au supermarché qui est à 4 km. On va juste acheminer la nourriture et ce dont vous avez besoin pour vivre dans les centres commerciaux à proximité des gares. C'est-à-dire qu'il faut repenser complètement le plan de nos villes. Oui. Avec des villes très denses, plutôt circulaires. Ça, c'est l'inégalité isopérimétrique pour les matheux dans la salle, reliées par du train. À l'intérieur des villes, le plus de zones piétonnières possible, le moins de voitures possible. Et les voitures qui restent, effectivement, il faudra que ce soit les voitures électriques ou à l'hydrogène. Ça, c'est la troisième grande étape, qui est déjà plus compliquée que la première, vous vous en doutez. La troisième, c'est la deuxième grande étape, plus compliquée que la première. La troisième, c'est l'agroécologie, d'un côté, et l'industrie verte. Alors, l'agroécologie, il y a sûrement des spécialistes, donc on a des biologistes avec nous, vous avez des gens qui connaissent ça mieux que moi, mais vous voyez, le grand défi, c'est au moins une agriculture raisonnée, qui ne soit pas entièrement construite sur le pétrole, parce que la chimie, c'est du pétrole, voire une agroécologie au sens de la permaculture, par exemple, et de l'agroforesterie. Et entre les deux, entre ces deux extrêmes, vous avez tout un continuum de solutions intermédiaires, et il faut évidemment inventer des solutions adaptées au territoire, etc. Vous qui êtes à Saclay, vous devez savoir que vous posez les pieds sur les terres qui sont probablement les plus riches de toute la France, et que toutes les zones artificialisées des terres où vous mettez les pieds sont des catastrophes. Avoir artificialisé ces régions est une catastrophe. Donc ça veut dire aussi, bien évidemment, mettre vraiment fin à l'artificialisation des sols et restituer à la nature toute une série de sols qu'on a artificialisés stupidement. Mais si, par exemple, l'essentiel de la population se déplace en train, on n'a plus besoin d'avoir autant d'autoroutes. Vous pouvez rendre les autoroutes à la nature, par exemple, et faire, par exemple, des corridors verts ou des corridors bleus pour permettre aux vivants de circuler sur le territoire. Le plus difficile, c'est l'industrie verte. Parce que là, il y a une vraie révolution intellectuelle à opérer, où on a besoin à la fois d'excellents physiciens, de très bons commerciaux et de très bons ingénieurs. Parce que l'industrie verte, ça veut dire une industrie avec une faible empreinte matérielle, à la fois en termes d'énergie et en termes de minerais. Alors sur l'énergie, vous connaissez le sujet certainement, ça veut dire consommer beaucoup moins d'énergie, donc dans l'équation de Kaya, c'est E sur PIB, et ne consommer que de l'énergie verte, à condition évidemment de produire de l'énergie verte. Ça veut dire aussi par ailleurs qu'il faut en produire. Mais ce qui est plus compliqué, c'est les minerais. Donc ça, je constate dans les discussions que j'ai avec les capitaines d'industrie que c'est un sujet beaucoup moins maîtrisé, parce que beaucoup de capitaines d'industrie n'ont pas encore compris que ce qui nous tue, c'est ça, là, le petit bijou là, que j'ai dans la main, parce que ça, c'est hyper miniaturisé et c'est quasiment impossible à recycler. Puisque vous vous doutez bien que les minerais, c'est des ressources naturelles non renouvelables et que le seul moyen d'en garder longtemps, c'est de le recycler. Or, la miniaturisation et plus globalement l'électronicisation de nos vies nous conduisent à faire usage d'une trentaine de petits minerais que nous recyclons très très peu, quasiment pas. Alors qu'un monde de l'électricité, donc sans électronique ou avec très peu d'électronique, qui était le monde que j'ai connu tout petit et qu'ont connu vos parents, c'est un monde qui utilise simplement une trentaine de grands minerais que vous connaissez bien, fer, aluminium, zinc, etc. Donc, si on veut avoir une industrie durable, c'est une industrie qui se désélectronicise, qui apprend à faire des produits manufacturés durables et non pas jetables. Donc, il faut mettre fin à l'obsolescence programmée dont on vous a sûrement parlé dans vos cours de marketing à HEC, qui est une ânerie monumentale. Il faut arrêter ça, bien évidemment. Il faut concevoir qu'une entreprise, l'entreprise d'aujourd'hui, pas celle de demain, mais d'aujourd'hui, ce n'est pas une entreprise qui vend des produits, c'est une entreprise qui vend des services associés à des produits. Donc, l'exemple paradigmatique que vous connaissez par cœur, c'est Michelin. Michelin ne vous vend pas des pneus, elle vous vend le service que vous rend le pneu. Et une fois que le pneu est usagé, vous restituez le pneu à Michelin. Autre exemple, c'est le Vélib à Paris, le Vélov à Lyon. Vous n'achetez pas le vélo, vous achetez le service que va vous rendre le vélo, ou la trottinette, etc. Donc ça veut dire démembrer la propriété privée pour n'en conserver que le droit d'usage et faire du commerce sur le droit d'usage. Donc c'est ça l'industrie. Alors ça, c'est une révolution mentale. Et ça, moi, ce que je constate, c'est qu'on n'est pas prêt.